Alors avant d'en parler avec les chirurgiens présents autour de nous sur le plateau, nous allons faire connaissance avec un robot. Oui, un robot en compagnie du docteur Sacco Mandy. Il est gynécologue à la Polyclinique de l'Atlantique à Saint-Herblain. La chirurgie robotique s'est développée dans plusieurs spécialités chirurgicales, initialement dans la chirurgie urologique, puis la chirurgie gynécologique, digestive, vasculaire et ORL. Donc on s'installe en s'asseyant d'emblée sur la console, on bascule la tête au niveau de l'optique, ce qui permet de déclencher la machine. On place ensuite ses mains dans les manettes et les pieds vont ensuite actionner les pédales pour à la fois avec les mains zoomer, dézoomer la vision et manipuler les instruments qu'on aura placés. Là, donc, la chirurgie robotique en fait, est une amélioration de la stélioscopie chirurgicale qui consiste à injecter du gaz carbonique dans l'abdomen pour avoir un espace suffisant et pouvoir opérer en faisant des micro-incisions au niveau de la peau. La différence avec une stélioscopie classique, c'est qu'au lieu que les instruments soient maintenus par le chirurgien, personnellement, ces instruments sont adaptés sur le robot et le chirurgien, lui, est à côté du patient sur une console et va pouvoir manipuler avec ses mains et également ses pieds les instruments qui sont reliés au robot. Alors, les avantages de la chirurgie robotique, principalement, c'est d'avoir une vision en 3 dimensions. Une vision binoculaire, c'est-à-dire qu'on voit donc les organes en relief, et que deuxièmement, au niveau visuel, l'image est grossie 10 fois. Donc il y a une meilleure précision du geste opératoire, avec des microtraumatismes des tissus, et secondairement, donc des douleurs moins importantes en post-opératoire. Du fait de la vision, on identifie mieux les organes, notamment les vaisseaux, ce qui permet d'avoir une coagulation parfaite. On travaille avec des pressions intra-abdominales beaucoup moins élevées qu'en cystoscopie, ce qui permet d'avoir des suites post-opératoires beaucoup plus rapides qu'en cystoscopie classique. Sur le plan technique, l'amélioration consiste à avoir, en caricaturant la situation, les yeux carrément et les mains directement dans le ventre. Ça permet d'avoir une dextérité complète puisqu'on peut, avec les instruments, avoir 360 degrés plus 180 degrés de rotation. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, la vision est en 3 dimensions et grossit 10 fois. Il faut savoir que la caméra a un diamètre de 1,5 cm, ce qui permet d'accéder à des zones normalement inaccessibles lors d'une chirurgie classique à ventre ouvert. Donc les gestes sont toujours beaucoup plus précis. Ça, c'est un sujet qui passionne. Et on va en reparler tout de suite. Donc, avec le docteur Sacco Mandy, bonjour. Bonjour. On vous a vu dans le sujet. Oui. Ce qui permet de voir que vous n'êtes pas une créature virtuelle. Non, non, je bien ne que suis pas travaillant avec un robot. Je ne suis pas un Playmobil. Non, du tout. Non, je ne me serais pas permis. Vous êtes donc gynécologue à Saint-Herblain. Exactement. Oui. À la Polyclinique Atlantique. Oui. Voilà. Docteur Bécouarn, vous êtes chirurgien digestif à la clinique de l'Anjou. Oui, bonjour. Bonjour. On parlera avec vous de Célio. Oui, très bien. D'accord. Docteur Sébron, bonjour. Vous êtes là, vous prendre le micro, n'hésitez pas. Vous êtes cardiologue, vous, aux nouvelles cliniques de Nantes. Exactement. Nantaise. Et vous travaillez, vous aussi, en Célio, mais pas comme votre camarade, avec, on va dire, le upgrade. C'est-à-dire qu'il y a la 2D et la 3D. On parlera justement des différences entre les techniques et pourquoi est-ce que vous choisissez telle ou telle technique les uns et les autres. D'accord ? C'est un moment qui est très passionnant pour quelqu'un qui est intéressé par la technologie. Tout ce qui va se dérouler là pendant une vingtaine de minutes, je pense que tous les enfants, tous les ados, tous les geeks seraient super intéressés. On va en reparler, d'accord ? On parle technique, d'accord ? Ok. Et puis, dernièrement, je me tourne, monsieur Dr Viguier. Bonjour. Vous êtes orthopédiste à la clinique Saint-Charles. Tout à fait. À La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et vous, c'est encore une autre technique, c'est la technique du mini-invasif. D'accord. C'est-à-dire une technique où on réduit la taille des incisions et surtout les lésions au niveau des tissus mous autour de l'articulation. On va reparler de ça. On en reparlera. D'accord. Ok. Docteur Sacco Mandy, alors la toute première question que je voulais vous poser, c'est un constat. Moi, j'étais persuadé que le robot allait servir un chirurgien installé à Nantes qui, c'est ce qu'on nous a vendu en tous les cas entre guillemets à la télévision, qui opérait un patient qui était lui en Alaska. Voilà. C'est ce qu'on nous a dit pendant des années.
Ça a été créé initialement pour effectivement faire ce genre d'intervention. C'est l'armée américaine qui avait créé ce système. Bon, c'était un peu compliqué. Alors effectivement, la première mondiale a été très médiatisée puisque c'était un chirurgien français qui opérait à New York d'un patient qui était à Strasbourg. C'était l'ablation d'une vésicule. Bon, en pratique courante, c'est pas du tout ce qui est réalisé, mais ce serait possible dans l'absolu. D'accord. Mais si on fait ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'à côté du patient, il y ait une équipe chirurgicale qui soit présente. En doublure. En doublure. Donc en pratique courante, ça ne se réalise pas. Alors, pourquoi faire intervenir, on vous a vu, vous êtes dans la même pièce, pourquoi faire intervenir un robot alors que vous êtes là et que vous êtes chirurgien? Là, le gros avantage du robot, c'est que, comme il est dit dans le reportage, il y a une vision en 3 dimensions et avec un grossissement de l'image 10 fois. Donc on a des gestes beaucoup plus précis. En plus, le robot supprime complètement les mouvements parasites du chirurgien, même si ça peut faire peur. Je vous en prie, on est là pour se parler. Les chirurgiens tremblent en opérant. Oui. Même vous êtes des humains. Voilà. Donc il y a une précision du geste avec le robot qu'on n'a pas avec l'humain. Et puis simplement au niveau du poignet, vous m'avez expliqué que... Voilà. Donc après, il y a une gestuelle qui est plus facile avec le robot, puisque sur les instruments, on a 7 degrés de liberté. Donc on peut faire des gestes qu'on n'arrive pas à faire avec la main, puisqu'on ne fait que 180 degrés avec une main, alors qu'avec les instruments, on peut faire des mouvements inhumains, je dirais, entre guillemets. On pourrait tout opérer avec un robot? Dans l'absolu, oui. Maintenant, il y a d'autres contraintes. Ce n'est pas non plus la panacée, il y a des inconvénients. Mais on pourrait, en tout cas dans la chirurgie, ce qu'on appelle intrapéritonéale, c'est-à-dire des viscères, on pourrait tout opérer avec le robot. Alors pourquoi on n'opère pas tout avec un robot? Parce que principalement, c'est le coût financier. Ouais. Il faut savoir qu'un robot, dans les nouvelles générations, ça coûte 1 700 000 € d'acquisition, avec à chaque intervention du matériel concevable qui coûte au minimum 2 000 €. D'accord. Donc c'est un coût très important. Vous, quand vous êtes approprié, parce que c'est le mot, quand on vous voit, vous êtes carrément approprié le robot, vous faites corps avec la machine. Lorsque vous avez passé cette étape-là, est-ce que ça a été difficile pour vous? Est-ce qu'il y a eu un lâcher-prise de votre part et surtout une confiance en la machine? Alors c'est le piège. Il ne faut surtout pas penser que le robot fait le geste opératoire à la place du chirurgien. D'accord. Il faut bien comprendre que c'est le chirurgien qui fait le geste et la machine ne fait que suivre le geste. C'est complètement intuitif. Donc, on plaisantait en début d'intervention en disant que c'était pour les geeks, mais attention, c'est quand même de la chirurgie avec une personne derrière. Donc, voilà. Ouais. Il faut faire attention, c'est pas que ludique. Et il a fallu, de votre part, un lâcher-prise? Non, pas réellement. Une façon de penser différente? Oui. On va revenir là-dessus aussi. Je vous pose la question. Oui, il y a une façon d'opérer un petit peu différente quand même. Une gymnastique cérébrale. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, avec le robot, tout est dans le visuel. On n'a pas de retour de force, c'est-à-dire qu'on n'a pas de toucher. D'accord. Donc on est obligé de compenser par l'absence du toucher, par justement l'effet grossissement et faire que du visuel. Notamment quand on fait un nœud avec les fils. Si vous ne faites pas attention la première fois, le nœud, en le serrant, vous le serrez trop fort et il lâche. D'accord. Donc on compense cette absence de toucher par du visuel. C'est plus fatigant de travailler avec un robot ou de travailler en vrai? À ciel ouvert, comme on dit. Dans la courbe d'apprentissage, c'est un peu fatigant au niveau de la concentration. Mais par contre, avec l'expérience, c'est beaucoup plus confortable pour le chirurgien puisqu'il est assis à la console, il n'est pas debout. Et les gestes sont, il faut savoir, je ne sais pas si vous avez bien vu sur le film, mais en plus les coudes se reposent sur une tablette. Donc on a une position idéale pour opérer. Donc sur des interventions qui durent par exemple 2-3 heures, le chirurgien est beaucoup moins fatigué. Vous avez l'impression de faire partie du futur déjà? Ça fait combien d'années que vous opérez avec un robot? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ouais. Je pense que l'évolution technique va s'accélérer. Ouais. Donc ça, c'est... En plus, nous, on a ce que vous voyez sur l'image, c'est la première génération de robots. Il y a des nouvelles générations qui sont apparues. Il va y avoir une miniaturisation. Donc je pense qu'on est vraiment à la préhistoire de la chirurgie robotique. À vos côtés, il y a 2 chirurgiens, merci beaucoup, qui opèrent, eux,
avec la technique de la célioscopie. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça, la célioscopie. C'est une technique qui est beaucoup plus ancienne, une dizaine d'années, c'est ça? Je ne me trompe pas? Ah non, la célioscopie, si vous voulez, la célioscopie a commencé au début du XXe siècle. Hein. Mais c'est nos amis gynécologues qui ont commencé la célioscopie, les chirurgiens digestifs, hein, parce que je suis chirurgien digestif, ont commencé la célioscopie qu'à partir de 1988. Donc c'est relativement récent. Et le principe de la célioscopie, la célio. Alors, oui, la célioscopie, ce qu'on appelle la chirurgie sous caméra, chirurgie laparoscopique, elle a plein de noms. En fait, on ne fait plus d'incision large de la cavité abdominale, mais on passe par des petits trous. Quel est l'avantage? Et vous gonflez je vais le dire à ma façon. Allez, vous gonflez le ventre du patient avec du gaz carbonique. Voilà, on gonfle le patient avec du gaz carbonique. C'est la même technique que le robot. La seule différence, c'est que c'est l'humain qui est en prise directe avec les instruments et non pas la machine. Donc, excusez-moi, votre question. Je vous en prie. J'étais en train de vous demander, donc oui, la célio. Donc, on parlait un peu de la célio, de la façon dont ça se faisait. Et j'allais vous poser la question suivante, qui était quelle est la différence avec le robot? Et vous alliez me répondre que c'est l'humain. Oui, effectivement, c'est l'humain. Et cette technique-là est difficile d'apprentissage. Hein. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais c'est une technique qui est complètement différente du geste habituel. Et là, c'est une difficulté d'acquisition. Alors, à mimer ici, geste habituel, on est en prise directe, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous avez en fait des... Voilà, des pinces. Il y a différents niveaux de difficulté en chirurgie célioscopique. La première, effectivement, c'est qu'on n'a pas la sensation du toucher, puisqu'on passe par l'intermédiaire d'instruments. La deuxième, c'est qu'on est en chirurgie en 2 dimensions, puisqu'on est sur un écran de télévision. Et la notion de profondeur est quelque chose d'extrêmement important pour la précision du geste, qui est compensée par le robot, mais aussi par la chirurgie 3D, dont on aura l'occasion de parler. Et la dernière chose, c'est que vous êtes en chirurgie inversée. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un instrument ou aller vers un organe qui est situé par exemple à ma gauche, vous prenez la main et vous allez vers la gauche. En célioscopie, je vais mimer le geste. Faites. Si vous voulez aller vers la gauche, votre pince, vous devez amener la main vers la droite. D'accord. Et donc on est en geste inversé. Et là, c'est des difficultés. Ça demande des mois, des années d'acquisition pour les jeunes chirurgiens. Ça a été facile pour vous? Ça a été difficile? Ça a été difficile comme pour tout le monde. Comme pour nous tous. Oui. Ouais. Quel est l'avantage? Parce qu'on est toujours là pour préciser les choses à la fin. Quel est l'avantage pour le patient? Alors, si vous voulez, la chirurgie célioscopique a été une véritable révolution pour les patients. Effectivement, les gynécologues en connaissaient la technique. D'abord parce que le fait de ne plus avoir d'incision sur la cavité abdominale, d'avoir plus que des petits trous, il y avait moins d'agressivité, moins de problèmes infectieux au niveau des parois. Et il faut savoir, les chanteurs le savent bien, on respire avec ces muscles abdominaux. Et le fait qu'il n'y ait pas de traumatisme des muscles abdominaux, il y avait une meilleure oxygénation des patients durant l'intervention, mais surtout en post-opératoire. Et c'est encore plus net dans ma spécialité, puisque je fais de la chirurgie du patient obèse. Et là, effectivement, c'est un immense bénéfice. Réduction de l'estomac. Entre autres, oui. Voilà. Réduction de l'estomac. Et donc, vous travaillez maintenant uniquement en célio? 99,9% de mon activité se fait sous célioscopie. Oui. D'accord. Alors, il y a la célio 2D, donc à plat, celle avec laquelle vous travaillez. Et puis, il y a la 3D, parce que la technique fait qu'on progresse constamment. Tout à fait. Donc, il est arrivé sur le marché, ça fait déjà de nombreuses années, mais la technique, comme pour le robot, a énormément évolué. Et donc, on peut opérer en 3 dimensions désormais, qui redonne cette notion de profondeur au geste chirurgical et beaucoup plus de précision. Alors, les chirurgiens célioscopiques qui ont l'habitude, nous, les vieux chirurgiens célioscopiques, qui ont l'habitude, finalement, le travail du cerveau est déjà effectué. Le docteur Sebron vous regarde, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais la gestuelle est déjà acquise. Je pense que la chirurgie 3D, elle va surtout être très importante pour les jeunes chirurgiens. Parce que toute cette difficulté d'acquisition, eux ne l'auront pas. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le docteur Sebron n'est pas vraiment d'accord avec vous sur cette facilité à apprendre avec la 3D. N'est-ce pas, docteur Sebron? Non, c'est certainement pas très facile, mais c'est un apprentissage indispensable. Donc vous êtes cardiologue, vous hein, Alors moi, je suis cardiologue et contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas chirurgien. D'accord. Je ne fais pas de célioscopie. Ok. Et pourtant, je me retrouve sur ce plateau aujourd'hui. Pourquoi? Alors pourquoi? Effectivement, en fait, les cardiologues, ils sont cardiologues médicaux de formation.
Il y en a plus de 6000 en France. Et il y en a quelques centaines sur ces 6000 qui font un peu, qui essayent de jouer un peu au chirurgien, on va dire, et qui font ce qu'on appelle de l'interventionnel. Alors cet interventionnel, il y a deux spécialités en cardio. Vous me l'avez dit, vous avez réussi. Je vous ai dit, il y a deux aspects de la cardiologie interventionnelle. Alors il y a celle qu'on connaît le plus, qui est ce que j'appelle vulgairement la plomberie. Hein, mais vous inquiétez pas, les plombiers nous traitent d'électriciens, nous, rythmologues. Donc chacun en a un peu pour son grade. Pour son grade, voilà. Alors les plombiers, ceux qui s'occupent des artères coronaires en particulier, des valves, interviennent de manière courante pour faire des dilatations, pour mettre en place des stents. Et ils assurent aussi une permanence. On parle souvent de permanence de soins. Eh bien, ils assurent une permanence 24 heures sur 24 pour aller désobstruer un infarctus dans les minutes qui suivent la survenue d'un caillot dans une coronaire. Et donc, ils ont cette capacité à aller déboucher des artères très rapidement pour éviter qu'un infarctus s'aggrave et entraîne des complications parfois gravissimes. Donc, aujourd'hui même, il y a une permanence de soins à la fois dans le public, mais aussi dans le privé, puisque nous, on travaille dans le privé. Alors, donc, il y a donc ceux que vous appelez les plombiers, et puis les électriciens. Alors, les électriciens, c'est une autre aventure qui a débuté déjà il y a longtemps, et qui a commencé avec l'implantation des stimulateurs cardiaques. Je crois que tout le monde a entendu parler de pacemaker. Donc c'est quelque chose qui se fait maintenant depuis plus de 40 ans. Mais ça s'est énormément développé. Donc ces appareils qui au départ étaient là pour traiter les cœurs trop lents, maintenant on peut s'en servir pour traiter l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire des cœurs défaillants et qui se contractent mal. Et puis on peut s'en servir aussi pour traiter la mort subite, ou plutôt encore mieux la prévenir. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des défibrillateurs. Et toutes ces prothèses sont implantées sous la peau. On n'a pas d'ouverture du cœur directement, il n'y a pas besoin d'ouvrir le thorax. Par contre, on implante des électrodes par un abord vasculaire reliées à un boîtier qu'il va falloir changer tous les 7, 8, 9 ans ou 10 ans. Et voilà. Donc ça, c'est un aspect historiquement plus ancien et qui s'est beaucoup développé ces 15 dernières années autour de la défibrillation et du traitement de l'insuffisance cardiaque. Et puis l'autre aspect de la rythmologie interventionnelle, c'est d'aller traiter des troubles du rythme sans laisser de matériel. C'est-à-dire qu'on va traiter, en passant en général par la voie fémorale, on va traiter à l'intérieur du cœur des troubles du rythme de manière définitive pour les guérir. Donc des patients qui font des tachycardies, historiquement ça a surtout été des patients jeunes qui faisaient des tachycardies paroxystiques, des tachycardies intermittentes, on arrive à les guérir définitivement. Et puis, ces 10 dernières années, on s'est intéressé à un trouble du rythme qui est beaucoup plus fréquent, qui est la fibrillation des oreillettes, qui est plus fréquent chez les gens plus âgés. Et là, on n'avait aucune solution, on avait des médicaments qui ne marchaient pas très bien. Et là, maintenant, on arrive à traiter ces troubles du rythme. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous êtes intéressé à la cystoscopie et pourquoi vous l'employez, vous ? Alors encore une fois, ce n'est pas de la cystoscopie, mais effectivement, c'est de la technique interventionnelle et on utilise la 3D depuis quelques années pour justement traiter ces troubles du rythme à l'intérieur du cœur, car l'introduction, vous l'imaginez bien, d'une électrode à l'intérieur d'une cavité cardiaque est quelque chose de très délicat, il faut énormément de précision. On avait historiquement la possibilité on a toujours un repérage avec les rayons X, là c'est clairement du 2D, puisque c'est qu'un écran. Et on se voit que dans 2 dimensions, et puis des enregistrements dans le cœur. Maintenant, depuis quelques années, on a la capacité de faire une reconstruction virtuelle de la cavité cardiaque que l'on explore et qu'on va traiter. Et d'ailleurs, je vous ai donné une petite image, si vous voulez la passer. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'on peut, en mettant des patchs sur l'organisme, sur le corps, on crée un système de GPS, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un GPS, et les électrodes à l'intérieur du cœur vont pouvoir se repérer en 3 dimensions. Donc sur cette base, on peut reconstruire en 3 dimensions une cavité cardiaque, on peut y associer tous les enregistrements que l'on peut faire pendant l'intervention, et on va créer des cartographies, c'est-à-dire des cartes en direct de l'activité électrique du cœur. Donc ça donne une précision extrême de quelques millimètres. Et donc, on voit après nos cathéters qui naviguent dans cette cavité sans utiliser les rayons X, ce qui est très important parce que ça contribue à la radioprotection à la fois du patient et aussi de l'opérateur. Et donc, on va pouvoir cibler précisément des traitements et délivrer
ce qu'on appelle le plus souvent un courant de radiofréquence. C'est une radiofréquence qui va chauffer les tissus dans des endroits extrêmement précis pour traiter un trouble du rythme. On peut aussi maintenant envoyer du froid, c'est-à-dire qu'on peut chauffer ou refroidir pour faire une lésion. Enfin, c'est le même principe. Et le but ultime étant évidemment de traiter un trouble du rythme qui ne se répétera pas dans le futur. D'accord. Une question que je voudrais vous poser à tous les trois. Hein. Ces lunettes, cette machine, ces joysticks, ces images 3D, etc. Est-ce qu'à un moment, ça ne vous sort pas un peu de la réalité ? Non, je n'ai pas cette sensation-là, parce qu'on est quand même dans une pièce avec des gens autour. Hein, ouais. Donc, simplement peut-être dans la communication avec son aide opératoire, parce qu'effectivement, comme on a la tête vraiment dans la console, faut qu'on sorte un peu, si on veut bien se faire entendre. Bon, il y a un système de micro, mais qui n'est pas toujours efficace. Donc c'est juste ça, on est un petit peu isolé, un peu, hein, effectivement, mais c'est vraiment très secondaire. Hein. Merci beaucoup. Docteur Sebran, je ne vous laisserai pas partir sans que vous nous ayez annoncé un petit scoop, parce que si on est là ce matin, c'est aussi pour avoir des infos un peu... Visiblement, on va avoir une première dans la région, en France, au mois de janvier 2004 ou début d'année prochaine. Me trompe ou pas ? Non, vous ne vous trompez pas. Enfin, ça va se passer en 2014, je ne sais pas encore quand, mais j'ai parlé tout à l'heure des stimulateurs cardiaques. C'était vraiment historiquement les plus vieilles interventions sur le rythme. Et effectivement, l'année prochaine, on va pouvoir commencer dans quelques centres en France, probablement 5 ou 6. Enfin, on en fera partie en tout cas dans notre structure, et on va pouvoir commencer à implanter des stimulateurs sans sonde. Alors ça va être une grande première et qui va révolutionner certainement ce type d'implantation. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de mettre un boîtier relié avec une sonde dans le cœur. On mettra directement le nanostimulateur, parce qu'il va s'appeler nanostimulateur parce qu'il fait quelques millimètres. On va l'implanter directement à l'intérieur du cœur, le déposer et enlever le matériel qu'il leur a apporté. C'est-à-dire qu'on dépose à l'intérieur du cœur le stimulateur qui va fonctionner tout seul pendant 7-10 ans. Et qui peut-être à l'avenir sera rechargeable, mais ça c'est un peu de la fiction. Début de l'année, enfin 2014. 2014, c'est déjà l'expérimentation animale a eu lieu, ça fonctionne bien, c'est au point. Il y a eu des premières implantations humaines dans le monde, très peu pour l'instant, mais il va falloir passer au stade de l'évaluation et clinique, et c'est là qu'on va intervenir. Ok, merci beaucoup. Merci pour ce scoop. Merci d'être venus à tous les trois. Je vais vous tourner le dos, c'est pas très poli, mais on va maintenant s'intéresser au professeur Viguier. Vous êtes donc, vous, docteur, autant pour moi, j'ai perturbé par le micro. Docteur, ça viendra. Vous êtes donc orthopédiste, vous, à La Roche-sur-Yon. Qu'est-ce qu'une intervention micro-invasive ? Mini-invasive. Le principe de l'intervention mini-invasive, c'est d'être le moins traumatisant possible. Toute chirurgie, toute opération, pour atteindre l'organe ou le site opératoire sur lequel on veut intervenir, doit passer par une voie d'abord qui va léser forcément les tissus qui sont tout autour. Et donc le principe du mini-invasif, c'est d'arriver à trouver des techniques chirurgicales pour être le moins agressif possible. Et en chirurgie orthopédique, il y a une importance très grande pour tout ce qui est muscles, parce que c'est eux qui vont redonner la fonction. Par exemple, quand on met une prothèse, c'est quand même les muscles qui vont mobiliser la prothèse et permettre de garder toute la souplesse de l'articulation prothétique et toute la force de cette articulation prothétique. Donc le principe du mini-invasif, c'est surtout de léser le moins possible les muscles pour arriver à l'articulation. Alors, vous nous avez parlé d'une toute petite cicatrice. Une dizaine de centimètres, par exemple, pour une prothèse de hanche. Et on peut travailler avec... Tout à fait. Tout à fait. Je suppose que vous le faites tous les jours. Mais voilà. Le principe, l'exemple de la prothèse de hanche est un bon exemple justement pour le mini-invasif, parce que l'articulation de la hanche est une articulation assez profonde. Et pour accéder à cette articulation de la hanche, il y a en gros deux grandes techniques chirurgicales. Soit on peut passer en arrière au niveau de la fesse, ce qui permet d'accéder
assez facilement à l'articulation de la hanche, mais on est obligé de passer à travers les muscles fessiers, on est obligé de sectionner certains muscles en arrière de l'articulation. Et ça, c'est pas sans conséquence. À la fois, on perd un peu de souplesse et à la fois, on déstabilise un petit peu l'articulation avec des risques de luxation. Le principe du mini-invasif, et notamment des voies antérieures, c'est de passer entre les muscles et d'accéder finalement assez rapidement à l'articulation de la hanche pour pouvoir mettre la prothèse sans abîmer aucun muscle. L'inconvénient, c'est que c'est une voie d'abord qui est un peu plus difficile pour accéder à l'articulation. Donc, il y a certaines hanches qui ne sont pas vraiment accessibles à cette technique. D'accord. Je vous suis, mais je bois vos paroles. Voilà. Ça m'arrivera peut-être un jour de ces 4 mois aussi, donc je suis en train de prendre une consultation là. Bah, tiens. Voilà. Et justement, le mini-invasif chez les personnes jeunes est très intéressante. Oui, bah, j'imagine. Parce que voilà, c'est le rôle l'avantage, c'est de pouvoir préserver la fonction et de pouvoir redonner une hanche quasi normale malgré la prothèse. Et certains patients peuvent même reprendre le sport comme la natation, le vélo, voire même certains le footing, ce qui n'est pas forcément très recommandé. Mais... Donc c'est moins traumatisant. C'est moins traumatisant. Donc moins de rééducation derrière. Moins de rééducation, une récupération plus rapide, avec donc des durées de séjour qui sont raccourcies. Et voilà, et une reprise des activités qui est plus rapide, conduite automobile au bout de 10-15 jours, des choses comme ça. Ok. Vous choisissez, vous, le mini-invasif à 100% des cas? Pas à 100%. Certaines hanches un peu compliquées, avec une anatomie un peu particulière, je préfère encore passer par voie postérieure classique, parce que c'est quand même une voie qui est plus facile et qui donne aussi quand même de très bons résultats avec une fonction tout à fait honorable. On parlait des avantages pour les patients, mais pensons aussi un peu à vous. C'est plus facile ou c'est moins facile? Plus fatigant, moins fatigant? C'est plus difficile. Plus difficile. Plus difficile. On a une durée d'opération qui est un peu plus longue. On va mettre 20 minutes, une demi-heure de plus par voie antérieure souvent. C'est un peu plus difficile quand même pour intervenir, pour mettre la prothèse. Ma question n'est pas gratuite, c'est juste pour dire aussi que là, vous travaillez pour le confort du patient, mais que pour vous, ce n'est pas forcément un confort tout de suite. Il y a beaucoup plus de travail, il y a une vraie habitude à avoir, plus de fatigue. Courbe d'apprentissage, ce qu'on appelle courbe d'apprentissage. Donc il faut quand même pas mal de temps et d'expérience avant d'arriver à ce genre de technique. Il faut s'entraîner. On est tous passés par des laboratoires d'anatomie pour s'entraîner sur cadavre pour le geste avant de commencer à faire ces techniques. Merci beaucoup de penser à nous en tous les cas. Merci beaucoup à tous les 4. Je me tourne vers notre grand témoin. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors on a parlé argent, on a parlé technique, on a parlé de beaucoup de choses. L'innovation passe par là. Je craignais votre question sur l'argent. Non, pas tout de suite. Peut-être un premier constat, et je crois que c'est vraiment la thématique de la journée régionale sur l'innovation. On parle beaucoup de la santé par rapport à son coût, par rapport au déficit de la sécurité sociale, par rapport à la soutenabilité globale de notre système solidaire. Et je crois que là, on est quand même, et on fait la démonstration, que la santé, c'est également un secteur sur lequel on a une dynamique de progrès, d'innovation, de recherche qui est absolument majeure. Et majeure, bien entendu, par rapport aux techniques, par rapport aux produits pharmaceutiques, qui maintenant permettent de soigner ce que nous n'arrivons pas à traiter sur le plan thérapeutique antérieurement. Et il faut voir l'impact pour les usagers et pour la population. Si j'avais à essayer d'illustrer ça, vous savez, je suis né en 68. 68, maintenant, nous avons gagné 10 années d'espérance de vie. Et je suis jeune. Donc, ce qui est absolument majeur. Ce qui est vraiment majeur. Alors ça, forcément, ça nous crée des difficultés
parce que c'est aussi générateur de coûts et de rendre ça soutenable. Et j'imagine qu'un jour, vous allez me poser la question. Mais vraiment, le premier enjeu, je crois, qui est le nôtre, c'est de montrer que grâce à ces éléments-là, grâce à l'innovation, y compris sur la chirurgie, d'abord, on retourne travailler beaucoup plus vite, avec des séquelles bien moins importantes. On arrive à traiter ce qu'on ne trouvait pas, pouvait pas traiter antérieurement. Et ça, vraiment, le secteur de la santé porte quand même une dynamique d'innovation absolument essentielle. Alors, ça a un impact sur les professionnels, enjeu absolument majeur de formation. Et ça, je crois que ça reste une vraie question. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on sort de la faculté de médecine que voilà, on est bon, et on est bon pour tout le restant de sa carrière. Et donc, les capacités pour les professionnels de poursuivre un développement continu de formation pour les professionnels médicaux, mais également pour l'ensemble des équipes, parce qu'il faut bien voir qu'il y a l'opérateur derrière la robotique, mais il y a surtout l'équipe derrière, et que ça génère bien entendu des incidences en termes d'évolution sur le plan organisationnel. On va se tourner vers Lorraine, car je pense qu'il y a des questions du public. Lorraine ? Oui, effectivement, Julien. J'ai Evelyne de La Roche-sur-Yon qui nous demande « Et s'il y a une panne de robot pendant l'opération, on fait quoi ?» Docteur. Alors, la panne de robot, ça peut arriver. Il y a un bouton tout simple sur la console qui va désadapter en une fraction de seconde le robot et on repasse en chirurgie soit célioscopique classique, D'accord. soit on peut effectivement même passer en chirurgie ventre ouvert. Il est clair que quand on opère, on est toujours très prudent et que dans la salle d'intervention, il y a toujours d'autres instruments pour pallier aux aléas de la chirurgie en cours. Et puis vous n'êtes pas tout seul. Jamais. Jamais. Une autre question, Lorraine ? Exactement. J'ai Pierre de Mayenne qui demande « Est-ce que demain nous serons opérés par des techniciens et non plus par des chirurgiens ?» Non, il faut d'abord être chirurgien. Il faut avoir une formation de chirurgien, d'anatomie. Et après, on devient technicien ou geek. Mais on est d'abord chirurgien. D'abord médecin et chirurgien. Une autre question, Lorraine ? C'est tout pour le moment, mais je vous invite de nouveau à évidemment poser vos questions dans le bandeau de discussion juste en dessous. Ok, merci beaucoup. On va tout de suite passer à la seconde partie de cette émission. Avant cela, docteur Sacomandi, encore vous, je reviens vers vous. Vous étiez là hier lorsqu'on s'est réunis pour cette émission. Et quand on a parlé de la seconde partie de l'émission, c'est-à-dire soigner autrement, je vous ai senti très attentif à tout ce qu'il disait. On va recevoir une musicothérapeute, on va recevoir un hypnothérapeute. Et vous étiez vraiment collé au discours. Oui, parce que je pense que la médecine actuelle, on est trop, dans notre formation, hyper spécialisé dans les spécialités. Donc je pense qu'on a un gros défaut, on a tendance à s'occuper que de la pathologie du patient et pas prendre le patient dans sa globalité. Et je pense que toutes les disciplines, que ce soit l'acupuncture, la musicothérapie, l'hypnose, je pense que c'est important, surtout dans les pathologies lourdes, les pathologies cancéreuses, où ça c'est vraiment primordial pour le patient. Donc nous, on est là, franchement, nous, on est techniciens, mais que je pense qu'on a besoin des autres médecines, qui ne sont pas forcément celles reconnues par l'Académie de médecine, mais c'est indispensable pour la prise en charge du patient. On va s'y intéresser tout de suite. Merci beaucoup. Merci.